INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Président, c'est un petit peu comme être capitaine d'un très grand bateau avec une toute petite rame ou un petit gouvernail. Vous êtes en train de me dire que vous êtes plus puissant que le président des États-Unis ? Alors disons que je ne peux pas déclarer la guerre. C'était en juin 2023. Elon Musk, interviewé par Anne-Sophie Lapix sur France 2, affirmait qu'il ne souhaitait pas devenir président et sous-entendait par la même occasion qu'il était plus puissant. Pourtant, 18 mois plus tard, le voilà pressenti pour devenir ministre de Donald Trump, après avoir soutenu ardemment ces derniers mois le candidat républicain pendant la campagne présidentielle. Mais quel sera son rôle dans la future administration Trump ? Pourquoi l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla et SpaceX, et qui a vu sa fortune augmenter de 35% depuis l'élection de Trump, rejoint-il le camp du président républicain ? Par intérêt personnel ? Par projet politique ? Où va ? Et surtout, jusqu'où ira Elon Musk ? On en parle avec vous, Romain Badoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous vous intéressez particulièrement aux réseaux sociaux et à leur régulation. C'est comme ça que vous en êtes venu à vous intéresser à Elon Musk ? Exactement, on peut dire que Elon Musk est un symptôme de beaucoup de problèmes de la tech aujourd'hui. Hâte de les entendre et hâte de vous entendre, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit, cette fois un portrait en archive, et puis on vous retrouve Romain Badoir juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. D'où vient et où va Elon Musk ? Pour comprendre son parcours, il faut revenir aux origines de Musk, à Pretoria, en Afrique du Sud, où il naît en 1971 d'une mère canadienne et d'un père sud-africain. Comment était Elon Musk petit ? C'est son père, justement, Errol Musk, qui le raconte au micro d'envoyé spécial sur France 2. C'était en 2023. Il était en CE1 et le directeur de l'école m'a convoqué. Lui et la maîtresse m'ont dit qu'ils pensaient qu'Elon était attardé, qu'il fallait le mettre dans une école spéciale. J'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit « Il passe ses journées à regarder par la fenêtre ». En réalité, Elon Musk est Asperger, une forme d'autisme qui se caractérise notamment par des difficultés dans les relations sociales. Et si l'école, c'est pas ça, pas grave, Elon Musk va vite se découvrir une autre passion. Là encore, c'est son père qui le raconte. Il devait avoir 11 ans et il m'a dit que l'université organisait un séminaire pour enseigner l'informatique et qu'il voulait y aller. Quand je suis venu le chercher, je l'ai trouvé en bras de chemise, en train de faire un discours à tous ces adultes en costume et grosses lunettes autour de lui. Et l'un d'eux m'a dit « Ce garçon, il faut lui acheter un ordinateur. » Et c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Et après, ça va aller vite. À 18 ans, il part au Canada, puis aux États-Unis faire ses études de physique et d'économie. En 95, il obtient même une bourse pour entamer un doctorat en physique énergétique à Stanford. Mais Elon Musk plaque au bout de 2 jours pour monter sa première entreprise, Zip2, une plateforme en ligne, mix entre les pages jaunes et Google Maps. Et ça marche bien. En 1998, la chaîne américaine CBS en parlait et l'interviewait. C'est une histoire typique de la Silicon Valley. Avant d'avoir la Jaguar de collection, le salaire à 6 chiffres et la belle maison à partager avec la jolie compagne, il y a eu le petit bureau à $200 par mois avec une fuite dans le toit. C'était le pire endroit au monde. Je dormais sur place et je prenais mes douches à l'auberge de jeunesse. La légende commence à s'écrire. En 1999, Zip2 est revendu. Elon Musk prend 15 millions de dollars qu'il réinvestit immédiatement dans sa nouvelle idée, une banque en ligne. Ça s'appelle XCOM. Alors si ça ne vous dit rien, c'est normal.
Par contre, vous connaissez certainement PayPal, le système de paiement en ligne. Elon Musk va en devenir actionnaire et fusionner XCOM et PayPal avant de revendre le tout à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Dans la foulée, l'entrepreneur poursuit son rêve de gosse et fonde SpaceX, la première entreprise aérospatiale privée. Objectif, concurrencer la NASA. Et puis il va aussi investir dans un autre projet, Tesla, une entreprise fondée entre autres par Martin Eberhard, qui sera viré par Elon Musk en 2007. Martin Eberhard le racontait au micro d'Envoyé spécial. Écoutez. Pendant 10 ans ensuite, il a essayé de faire croire qu'il avait fondé Tesla. Maintenant, sa stratégie, c'est juste de dire du mal de moi. Moi, je préfère ne pas parler de lui. Ce n'est pas un ingénieur, quoi qu'il en dise. C'est un businessman. Quoi qu'il en soit, Elon Musk prend le volant de Tesla et le succès devient vite planétaire. En 2009, déjà, on en parlait sur France 2. On dirait une fusée qui ne ferait aucun bruit. La Tesla, première voiture électrique autorisée sur les routes aux États-Unis, un bolide qui monte à 100 km/h en moins de 4 secondes, sans produire la moindre pollution. Pour autant, à l'époque, aucune mention d'Elon Musk dans le sujet. Pas encore. Mais ça ne va pas tarder, car en parallèle, SpaceX grandit à vitesse supersonique. On est en 2012 cette fois, pari tenu pour Musk, sa fusée Falcon 9 vient remplacer la NASA pour ravitailler la Station spatiale internationale. Ce vol sera un vol privé, le premier de l'histoire de la conquête spatiale. C'est Elon Musk, un milliardaire d'Internet qui a déboursé 100 millions de dollars pour s'offrir son propre lanceur spatial. Si l'arrimage se déroule comme prévu, nous serons donc les premiers constructeurs privés à réussir ce défi. Mais surtout, je pense que cela marquera le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Ça y est, l'entrepreneur est incontournable. Partout dans le monde, il devient la coqueluche des médias. Lui, le tycoon, lui, le vendeur de rêves. Premier portrait dans le 20h de France 2, on est en 2015. Lorsqu'il apparaît dans les médias, c'est souvent pour vanter les mérites de ses créations. Au volant de sa voiture électrique, Elon Musk aime faire le show. Regarde, la voiture se dirige toute seule, freine toute seule. Là, je ne touche rien. Elon Musk est une sorte de gourou, un porteur de rêves qui aime se lancer des défis. Je veux démontrer que la voiture électrique est la plus prometteuse voiture du monde. Il y a la Tesla autonome, il y a SpaceX, il y a Starlink, ces satellites qui diffusent l'Internet au débit partout dans le monde, ou encore Neuralink qui fabrique des implants cérébraux. Les premiers tests sur des humains ont commencé il y a quelques mois. Voilà, pour Elon Musk, côté pile, l'entrepreneur à succès qui fait rêver la planète. Mais il y a aussi Elon Musk côté face, dont on va entendre parler dès 2022. Tesla en difficulté, Musk perd 180 milliards de dollars, plus de la moitié de sa fortune, du jamais vu. Il est aussi traîné en justice, accusé d'avoir utilisé Twitter pour manipuler le cours de la bourse. Doucement les gars. Elon, vous êtes nerveux ? J'ai toute confiance en la justice. Car oui, souvenez-vous, Elon Musk rachète Twitter en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars. Et si ça fait autant de bruit, c'est parce que Musk change radicalement les règles du réseau social. Il supprime la modération pour défendre la liberté d'expression, dit-il. 80% des employés sont licenciés. Il est également accusé de management toxique dans ses autres entreprises. Bref, Musk ne fait plus l'unanimité. En réponse, il rompt avec les médias, finit les interviews. Elles sont désormais extrêmement rares. Et puis, il y a cet été, ce ralliement surprise à Donald Trump. En 2016 et 2020, Musk avait pourtant voté démocrate. En quelques mois, il donne près de 120 millions de dollars à la campagne du candidat républicain. Pari gagnant, Trump est élu début novembre et annonce vouloir désigner Elon Musk ministre de l'efficacité gouvernementale. Une nouvelle carrière politique qui s'annonce pour Elon Musk. Y a-t-il un plan derrière tout ça ? Jusqu'où ira-t-il ? On en parle avec vous, Romain Badoir. Déjà, en préambule, peut-être, il vous inspire quoi, ce récit qu'on vient d'entendre ?
Je l'ai trouvé très juste sur le fait de mettre en lumière les deux facettes de sa personnalité. C'est effectivement un entrepreneur de génie, un inventeur aussi, un créateur, mais qui pour autant n'a pas de légitimité démocratique et qui a aussi un ancrage politique très particulier dont on reparlera sûrement. Donc c'est une personnalité qui questionne. Je l'ai dit en introduction, depuis l'élection de Donald Trump il y a un mois, la fortune de Musk a augmenté de 35% selon Bloomberg. Elle s'élèverait à 348 milliards de dollars. Alors quoi qu'on en dise, Elon Musk sort complètement gagnant de cette élection, en tout cas d'un point de vue financier. Mais il se murmure qu'il n'a pas soutenu Trump que pour ça. Pourquoi, Romain Badois, est-ce qu'il a soutenu Donald Trump dans cette campagne alors qu'il votait, on l'a dit, traditionnellement démocrate? Est-ce que c'est d'abord pour défendre ses intérêts économiques, c'est ça? Alors, on peut penser que c'est effectivement d'abord pour défendre ses intérêts économiques, puisque il était plutôt favorable aux démocrates tant que les démocrates ne comptaient pas freiner ses ambitions. Mais à partir du moment où se pose la question de la régulation des réseaux sociaux, avec X, la réglementation de différents secteurs d'activité dans lesquels il intervient, la voiture autonome ou la conquête spatiale, il a commencé à être beaucoup plus réticent. Et il voyait bien chez Donald Trump un candidat qui allait accompagner un mouvement de déréglementation générale de ces différents marchés qui pourrait lui profiter. Alors, effectivement, donc ça, c'est le premier point. Il a des intérêts économiques à soutenir Donald Trump, mais politiquement parlant, il est libertarien, il est très opposé à l'État, à toute forme de réglementation, et donc là aussi, il se rapproche des conservateurs, des anarchistes de droite, pourrait-on dire, à qui Donald Trump plaît beaucoup. Oui, il est vent debout, par exemple, contre ce qu'il appelle le virus woke. Ça, c'est un des points sur lesquels ils peuvent se rejoindre avec Donald Trump, c'est ça? Alors ça c'est vraiment l'aspect conservateur d'Elon Musk, sur lequel il rejoint Donald Trump. Effectivement, tous les mouvements progressistes de la société lui font horreur. Alors tout, je sais pas. En tout cas, ce que on appelle parfois le mouvement woke en fait partie. Et on sait qu'il a par exemple un fils qui est en transition de genre, qui souhaite changer d'identité de sexe et de genre, et que il accuse ces mouvements d'être à l'origine de cette conversion. Il a des propos très virulents à l'égard de tous ces mouvements, et effectivement, on peut imaginer que Donald Trump est plus proche de ses convictions que ne l'aurait été Kamala Harris, c'est sûr. Je reviens sur ses intérêts économiques, si on peut les lister un petit peu pour bien comprendre, parce qu'effectivement, il y a SpaceX, 5 milliards de dollars de contrats jusqu'en 2030 avec la NASA, si je dis pas de bêtises. Donc ça, effectivement, j'imagine que c'est un gros enjeu déjà qu'il faut maintenir. Effectivement, plus celui de la voiture électrique. Plus celui de la voiture électrique, qui est un marché qui est très régulé. Alors, qui n'est pas si régulé, mais les États-Unis, c'est quand même le pays de la voiture et le pays de la voiture thermique. Donc, autant en Europe, on a déjà engagé la transition vers les véhicules électriques avec l'interdiction de vendre des voitures thermiques à l'horizon de, j'ai oublié, mais c'est d'ici quelques années, quoi, d'ici 10 ans. Aux États-Unis, on n'en est pas à ce niveau de réglementation. On peut imaginer que le rôle d'Elon Musk, ce soit aussi de faire transiter Donald Trump vers justement la voiture électrique, vers un marché qui lui serait profitable. Et d'ailleurs, Donald Trump a pris des positions pro-voiture électrique qu'il n'avait jamais prises auparavant. Et puis, au-delà de la voiture électrique, il y a aussi la voiture autonome, un marché sur lequel est aussi engagé Elon Musk, là qui pose des questions en termes de réglementation, parce que ça fait longtemps qu'elles sont prêtes, ces voitures autonomes, que ce soit du côté de Google, d'Uber ou de Tesla. Mais la réglementation pose des limites à leur mise sur le marché, parce qu'il y a des questions juridiques très profondes qui se posent avec la mise sur le marché de tels véhicules. On peut imaginer que Elon Musk espère de Donald Trump une déréglementation de ce marché qui permette une entrée sur le marché très rapide des voitures Tesla à ce niveau-là. Je me mets cette fois du côté de Donald Trump. Pour lui, c'était quoi l'intérêt d'avoir Elon Musk à ses côtés? Alors, bien sûr, vous allez me dire l'argent, 120 millions de dollars déboursé pour sa campagne. On imagine qu'évidemment, ça a été un gros coup de pouce pour Donald Trump. Mais au-delà de l'argent, c'est quoi l'intérêt pour Trump? Parce que quand on voit Elon Musk, on peut se dire, il prend de la place aussi à côté d'un candidat comme Trump. Il capte la lumière, Elon Musk.
Tout à fait, mais c'est peut-être aussi ce que cherche Donald Trump, c'est-à-dire que en ayant l'appui d'Elon Musk, il a l'appui d'une partie de la tech et de la jeunesse technophile aussi. Il apporte un vent de jeunesse dans la communication de Donald Trump qu'il n'avait pas du tout avec ses prises de position ultra-conservatrices. Là, on voit bien que il se donne une image un peu plus moderne. Le milieu de la tech de la Silicon Valley aux États-Unis a toujours été très démocrate, en tout cas dans ses soutiens politiques lors des campagnes. Là, on voit vraiment que c'est un point de basculement où il y a un ralliement du parti de la tech vers les conservateurs. Donc ça, il y a ce bénéfice d'image. Et puis ce que lui offre Musk, c'est aussi X, une plateforme. Twitter, anciennement Twitter. Voilà, anciennement Twitter. Un réseau social sur lequel il peut s'exprimer librement. On a accusé Elon Musk d'avoir truqué les algorithmes pour mettre en lumière les thèmes de campagne du parti conservateur. Les prises de position pro-Trump d'Elon Musk ont elles-mêmes été très vues sur le réseau social pendant la campagne. Donc il y a tout ce côté propagandiste aussi qu'il ne faut pas négliger. Alors on en vient au probable rôle d'Elon Musk dans la future administration Trump. Il pourrait être nommé ministre de l'efficacité gouvernementale en janvier. Qu'on comprenne bien, Romain Badoir, ce serait quoi son job ? Je crois qu'il a annoncé vouloir couper 2000 milliards de dollars dans le budget américain. 2000 milliards de dollars coupés, je crois, sur un budget de 6500 milliards, donc pratiquement un tiers du budget de fonctionnement de l'État. La mission qui lui est confiée, c'est celle, justement, de faire le ménage dans l'administration publique américaine, de déréguler un maximum et de couper tout ce qui est jugé inutile par l'administration Trump. Mais vous imaginez, 2000 milliards sur 6500, ça fait beaucoup de choses qui vont être coupées en termes de services publics. L'administration américaine ne ressemblera a priori pas du tout à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils pourront aller jusque-là il est probable que non, parce que dans cette partie de l'administration, il y a aussi tout ce qui touche aux administrations des États. Il n'y a pas que l'administration fédérale. Et tout ça n'est pas inutile, bien évidemment. Donc, est-ce que mettre à terre les services publics aux États-Unis, c'est une bonne façon de procéder pour continuer à obtenir le soutien des électeurs Trump, c'est pas forcément garanti. Ce qui va se passer a priori dans un futur proche, c'est quand même la réduction drastique des moyens pour les agences gouvernementales, pour tout ce qui touche aux réglementations des différents marchés, dont les siens. Dont les siens, évidemment. Donc ça, c'est certain. Et donc un affaiblissement des pouvoirs publics et des services publics aux États-Unis. C'est grosso modo l'entreprise privée qui prend le pouvoir sur le gouvernement étatique. En tout cas, c'est l'idéologie de Donald Trump de dire que on n'est jamais autant servi que par le secteur privé, que le secteur public ne sert qu'à imposer des normes qui ralentissent la croissance. Et on voit bien que là-dessus, Musk et Trump se rejoignent. Question bête, mais Elon Musk va pouvoir combiner un rôle de ministre avec sa casquette de patron d'entreprise. C'est possible ça aux États-Unis parce que évidemment on visualise bien les énormes conflits d'intérêts qu'une telle nomination soulève. Alors c'est une bonne question. A priori, ça va quand même poser un certain nombre de problèmes juridiques. On peut imaginer qu'il laisse les entreprises à des prête-noms ou à des conseils d'administration qui lui sont de toute façon, qui ont sa faveur. Donc a priori, ça devrait se passer comme ça. Ça n'empêche pas le conflit d'intérêts. Les États-Unis, qui généralement sont quand même assez regardants en termes de probité démocratique, là vont être soumis à un cas de figure assez intéressant à étudier. J'ai du mal à imaginer comment la justice ne pourrait pas s'en mêler. J'imagine que, en tout cas, Musk est quelqu'un d'assez intelligent pour avoir prévu ce cas de figure et avoir protégé ses arrières. Donc, de ce que j'entends, il est en mesure de pouvoir orienter la politique américaine, notamment la politique intérieure, ça d'accord. Est-ce qu'il est en mesure également d'influencer la politique internationale ? Il a dit, par exemple, que Taïwan était partie intégrante de la Chine et il a de très forts intérêts en Chine. Ah oui, alors ça c'est un très bon exemple de la manière dont la diplomatie peut être mêlée à des intérêts privés. Effectivement, pour Musk, le marché de la voiture électrique en Chine, c'est un très très gros marché pour Tesla, même si la Chine a aussi ses constructeurs.
À quel point ces prises de position vont se traduire dans les faits par des prises de décision très pragmatiques, ça on n'en sait rien. Est-ce qu'il a le pouvoir d'influencer Trump en la matière, ou est-ce que Trump est déjà convaincu en la matière? On imagine bien que Trump aussi, lui, sa politique, c'est laisser faire le marché, très peu d'interventionnisme étatique à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne veut pas se mêler de politique étrangère comme il l'avait fait dans son premier mandat. Donc effectivement, à quel point ça va influencer la diplomatie américaine, qui de toute façon va être en retrait de manière générale, ça on le saura en observant ce qui va arriver. Mais d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose tous finalement. Est-ce que Elon Musk n'est pas en train complètement de manipuler Donald Trump ? Le manipuler, à mon avis, Donald Trump est un stratège aussi très très efficace. Il est aussi entouré de fidèles. Donc, je pense pas que Elon Musk, à lui tout seul, soit capable de manipuler Donald Trump et ses équipes. Je pense plutôt qu'ils ont des intérêts convergents et que ils arrivent à s'entendre, en tout cas temporairement, pour que ces intérêts continuent de fleurir d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont très copains. Est-ce qu'ils le seront encore pendant plusieurs années? Ça, on le verra par la suite. Oui, c'est pas tant de se dire qui est le plus puissant aujourd'hui, c'est plutôt en fait de comprendre que c'est deux personnes très puissantes aujourd'hui qui se sont alliées ensemble pour être au collectif beaucoup plus puissant. Exactement, et qui sont des personnalités très pragmatiques, surtout quand il est question de gros sous. Je vous propose d'écouter l'une des pires ennemies d'Elon Musk. Elle s'appelle Lynette Lopez, elle est journaliste d'investigation. Elle a publié plusieurs enquêtes compromettantes sur la galaxie Musk dans les colonnes de Business Insider. Elle était interrogée par l'équipe de l'émission Envoyé spécial sur France 2 en 2023. On est à un moment de polarisation extrême de nos sociétés, partout dans le monde. Et je crois que la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un maniaque égocentrique aux commandes, qui ne fait pas la différence entre humanisme, démocratie, liberté d'expression et chaos. Elle mâche pas ses mots, Lynette Lopez. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Est-ce qu'on est face à un maniaque égocentrique, pour reprendre ces termes, dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'équilibre du monde? Alors, quand j'écoutais son discours, je me demandais s'il avait parlé de Musk ou de Trump, parce qu'en fait, ça pouvait peut-être s'appliquer aux deux personnages. Alors, en tout cas, on peut juger sur pièce et regarder ce qu'il a fait chez Twitter X, c'est-à-dire il arrive à la tête d'un réseau social qui est vu comme un outil au service de la liberté d'expression. Lui dit, je vais la rendre encore plus démocratique, pousser encore plus loin la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la plupart des modérateurs. Il rappelle sur la plateforme tous les mouvements de l'alt-right, de l'extrême droite américaine qui avaient été déplatformisés, comme on dit, sortis des grandes plateformes, dont Trump lui-même. Depuis, on voit bien que la plateforme est beaucoup plus ouverte au discours de haine, à la désinformation, alors qu'elle l'était déjà pas mal. Donc, on voit bien la vision qu'il a, lui, de la démocratie. C'est une démocratie totalement dérégulée, mais que ce soit en démocratie ou en économie, la dérégulation, ça veut dire la loi du plus fort, en fait. Celui qui a le plus de force pour se faire entendre, qui est capable de réduire au silence son opposant ou son contradicteur. Et lui, c'est un peu la vision qu'il a. Il n'a pas du tout de prise en compte de la question de l'inclusion en démocratie, de l'égalité, des prises de parole ou même de l'équité. C'est pas des questions qui le concernent. Donc, effectivement, il a une vision de la démocratie qui est extrêmement restrictive, qui, on peut l'imaginer, est aussi celle de Donald Trump à certains égards, et ce qui peut être inquiétant par rapport à ce qu'est la démocratie américaine aujourd'hui. Et pour la suite, c'est quoi la prochaine étape pour Elon Musk? On l'a entendu en introduction, il disait en 2023 ne pas vouloir devenir président des États-Unis. D'ailleurs, en théorie, il ne peut pas parce qu'il est né en Afrique du Sud. Et si on se fie à ses paroles, de toute façon, il se croit plus puissant que le président américain. Du coup, la suite, ce serait quoi? Continuer de poursuivre ses rêves, notamment ses rêves de conquête spatiale et de changement du monde, sans plus aucune limite? Alors, il y a quelques semaines, je vous aurais répondu que Elon Musk, a priori, ne cherchait pas le pouvoir politique parce qu'il avait déjà le pouvoir économique et qu'il cherchait peut-être à servir ses intérêts par la pratique du pouvoir politique. Là, depuis, il a été effectivement annoncé au gouvernement avec une mission très claire qui est couper dans les dépenses de l'État et réduire à peau de chagrin le service public aux États-Unis. Et donc,
on voit qu'en fait la dimension idéologique du personnage, le libertarisme dans lequel il est ancré, la haine de l'État, de la régulation, en fait, peut-être qu'il se voit aussi comme quelqu'un qui porte une ambition politique et qu'il a les moyens de la porter et qui va la porter. Est-ce que ça va lui donner goût au pouvoir et à la politique? Est-ce qu'il va aller plus loin? Il en a les moyens, même si étant sud-africain, il peut pas être président américain, mais il peut jouer beaucoup d'autres rôles dans le gouvernement américain. Ou est-ce que, une fois sa mission accomplie, il retournera vers ses autres passions? Ça, l'avenir nous le dira. Mais on voit effectivement que ça a l'air de lui plaire, en fait, d'être un idéologue et de chuchoter à l'oreille du président. Donc si on résume, Romain Badoir, Elon Musk à la Maison-Blanche, c'est à la fois pour, défendre ses intérêts économiques. Effectivement, il est là d'abord pour limiter la régulation et servir ses intérêts économiques, mais on peut aussi estimer qu'il prend goût à la politique. Ouais, pour défendre son projet politique qui converge, on l'entend, avec celui de Donald Trump, en tout cas sur certains points précis. Et puis bien sûr, on suivra les prochains coups d'Elon Musk avec grande attention. Merci Romain Badoir d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Assas. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.